La région abrite 227 900 éléphants d'Afrique, représentant plus de la moitié de la population totale des éléphants de savane sur l'ensemble du continent africain. Plus de 1500 chiens sauvages africains y vivent, soit environ 25% de la population mondiale de cette espèce. Le nombre de lions, sous des mesures de conservation strictes, varie entre 4000 et 5000 individus, ce qui constitue près de 20% de la population mondiale de lions. La zone de conservation transfrontalière Kavango-Zambèze, CAZ, est la plus grande aire de conservation transfrontalière au monde. Elle relie plus de 35 zones protégées individuelles. Et la collaboration de 5 pays forme des corridors essentiels pour la faune. Ces corridors constituent la colonne vertébrale du modèle de conservation sans clôture à travers les frontières. Et maintenant, explorons la nature sauvage de Kasa. 5 pays, un terrain de bataille pour la survie. En plein cœur de la région Kavango-Zambèze, durant une saison sèche exceptionnellement longue, la poussière s'accroche à chaque branche d'arbre. Un rhinocéros noir se déplace prudemment à travers les traces laissées par un troupeau de buffles africains, à la recherche de la chose la plus simple pour survivre, de l'eau. Non loin de là, une meute fatiguée de chiens sauvages africains traverse des prairies calcinées, un endroit qui, il y a quelques années à peine, était encore un corridor de migration verdoyant. Chaque mouvement est ralenti, épuisé par la chaleur. Le changement climatique redéfinit le rythme naturel de la région. Les précipitations ont diminué de 15 à 20% au cours de la dernière décennie, et la température moyenne a augmenté de 1,5 degré Celsius, perturbant ainsi les cycles de reproduction, les migrations et les sources de nourriture. L'écosystème de Kasa subit une pression immense. Des espèces qui ont survécu pendant des millions d'années d'évolution sont maintenant menacées par une nouvelle menace puissante, le changement climatique d'origine humaine. Et pourtant, au milieu de cette vague de changement, Kasa reste un dernier bastion, un lieu qui protège la biodiversité en permettant à la nature de respirer, de se mouvoir et de guérir. Kavango-Zambèze, ou Kasa en abrégé, est une aire de conservation transfrontalière qui s'étend sur 5 pays, l'Angola, le Botswana, la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe. Située entre 2 grands bassins fluviaux, le Kavango et le Zambèze, cette région est souvent décrite comme le cœur écologique du continent africain. Selon vous, quel est le plus grand défi lorsque 5 pays se réunissent pour co-gérer un vaste paysage? Est-ce la nature, la culture, les peuples ou la politique? Il y a des millions d'années, les mouvements lents de la croûte terrestre, combinés à l'accumulation de sédiments provenant des rivières anciennes, ont donné naissance à la riche fondation géologique de la région. Le delta de l'Okavango, une merveille naturelle du monde, s'est formé lorsque le fleuve Kavango a atteint le Botswana et a été stoppé par un paysage affaissé. Sans chemin menant vers l'océan, le fleuve se déploie à travers les terres, nourrissant un écosystème de zones humides uniques qui reste inondé une grande partie de l'année, atteignant son apogée pendant la saison sèche de juin à août. C'est ce paradoxe même, l'arrivée des eaux de crue durant la saison sèche, qui crée une explosion de vie si rare et florissante dans cette région. Le climat de Kasa est principalement tropical, avec 2 saisons distinctes, la saison des pluies de novembre à avril et la saison sèche de mai à octobre. Les précipitations annuelles varient entre 500 mm dans les zones semi-arides et plus de 1000 mm dans les régions plus humides, telles que le nord-est de la Namibie et les zones environnant le fleuve Zambèze. Cette variation joue un rôle crucial dans le maintien de systèmes de vie diversifiés, permettant à Kasa de préserver la richesse vibrante de l'une des régions biologiquement les plus diversifiées de la planète. Selon les dernières statistiques de 2024, cette région abrite plus de 197 espèces de mammifères, plus de 600 espèces d'oiseaux enregistrées,
128 espèces de reptiles, 50 espèces d'amphibiens et plus de 3000 espèces de plantes dont environ 100 ne se trouvent nulle part ailleurs dans le mot. Au sein du vaste paysage biologiquement riche de Casa, les écosystèmes sources sont considérés comme les premiers et les plus essentiels maillons de la chaîne. Ils représentent la force vitale qui soutient l'ensemble de l'écosystème transfrontalier. Ce qui définit les écosystèmes sources, c'est leur abondance en eau, en nourriture et en abri pour une large gamme de faune. Grâce à la présence d'eau, soit toute l'année, soit de manière saisonnière, ces zones soutiennent une biomasse riche incluant des herbes, des poissons, des oiseaux et une variété d'espèces aquatiques qui forment la base d'une chaîne alimentaire stable. Parmi ces exemples, les deux plus emblématiques sont le delta de l'Okavango au Botswana et les marais du Zambèze en Zambie. Maashalasam, l'eau des hauts plateaux angolais s'écoule vers le sud avant de s'arrêter brusquement au cœur du Botswana, où le terrain affaissé capture l'ensemble du flux, formant le delta de l'Okavango, le plus grand delta intérieur du monde. N'ayant pas de débouché vers la mer, ces eaux se déploient comme un lien vital à travers le désert du Kalahari, créant l'un des écosystèmes de zones humides les plus uniques et vibrants de toute l'Afrique. Chaque année, pendant la saison sèche de juin à août, les eaux venant de l'amont atteignent enfin le delta, à un moment où la majeure partie de l'Afrique australe est asséchée. Le delta de l'Okavango entre alors dans sa période de crue maximale, un paradoxe de la nature, mais la clé même de l'abondance de vie qui s'y trouve. Plus de 1300 espèces de plantes, 480 espèces d'oiseaux et 122 espèces de mammifères coexistent dans ce delta, tel un cœur vert battant au milieu du désert. Le delta de l'Okavango pulse d'énergie, de nutriments et de vie, les diffusant largement comme si la main de Dieu avait touché cette terre aride et y avait insufflé l'esprit de la vie. Kondiel, à mesure que les eaux des hauts plateaux angolais pénètrent dans le delta de l'Okavango, elles éveillent une créature remarquable, l'hippopotame. Malgré leur taille imposante, pesant jusqu'à 1500 kg, les hippopotames sont étonnamment agiles dans l'eau. Plutôt que de glisser comme des poissons, ils se déplacent en marchant ou en courant sur le fond de la rivière, utilisant leurs petites pattes et leur corps en forme de baril, visiblement adaptés à la vie aquatique. Sous la surface calme, ils peuvent retenir leur souffle pendant jusqu'à 5 minutes et même dormir sans se réveiller, tout en remontant instinctivement pour respirer. Étonnamment, leurs plus proches parents ne sont pas des animaux terrestres, mais des baleines et des dauphins, un témoignage vivant d'un chemin évolutif qui a divergé d'un ancêtre commun, il y a des dizaines de millions d'années. Le nom hippopotame vient du grec ancien et signifie « cheval de rivière », une image poétique qui illustre bien la manière dont cet animal domine les voies sous-navigables du delta de l'Okavango, où les eaux de crue arrivent entre juin et août et saturent dans les terres. Les hippopotames vivent en petits groupes, passant presque toute la journée submergés pour maintenir leur température corporelle stable, émergeant seulement la nuit pour brouter. Chaque individu peut consommer environ 40 kg de végétation par nuit, principalement des herbes tendres qui poussent le long des berges. Ils possèdent un impressionnant système de défense, des dents qui peuvent atteindre 50 cm de longueur, suffisamment puissantes pour écraser un canoë en bois ou même la mâchoire d'un crocodile s'ils se sentent menacés. Bien qu'ils se nourrissent exclusivement de plantes, les hippopotames sont considérés comme l'un des animaux les plus redoutables d'Afrique en raison de leurs instincts territoriaux puissants et de leurs réactions intenses lorsqu'ils sont provoqués. Sur Terre, ils peuvent courir à une vitesse allant jusqu'à 30 km/h, suffisamment vite pour distancer un humain adulte avec aisance. Une autre caractéristique remarquable est leur capacité à sécréter une mucus rouge-orangée, longtemps pris pour de la sueur sanguinolente. En réalité, il s'agit d'un mélange biochimique naturel qui agit comme un écran solaire, maintenant leur peau hydratée tout en repoussant les insectes. Grâce à cette protection intégrée,
Ils peuvent supporter la chaleur intense des régions semi-arides comme le Botswana, où les températures diurnes pendant la saison sèche dépassent souvent les 35 degrés Celsius. Dans le delta de l'Okavango, chaque pas d'un hippopotame creuse des traces sous-marines qui aident à maintenir l'écoulement de l'eau, prévenant les blocages causés par la prolifération des plantes aquatiques. Ces canaux fournissent également des chemins importants et des habitats pour les poissons, les insectes aquatiques et des dizaines d'espèces d'oiseaux d'eau. De plus, les déchets qu'ils libèrent dans l'eau jouent un rôle essentiel dans la redistribution des nutriments, un cycle discret mais vital qui soutient la santé de tout l'écosystème humide de Kasa. Au cœur des rythmes aquatiques du delta de l'Okavango, le plus grand calao d'Afrique fait une apparition discrète mais saisissante, le calao terrestre du Sud. Contrairement à de nombreux voisins emplumés qui s'élancent dans les airs, il choisit de marcher lentement sur le sol, laissant des empreintes sombres sur la terre détrempée à mesure qu'il se déplace avec une grâce délibérée. Le calao terrestre du Sud laisse une impression durable grâce à sa taille impressionnante, atteignant jusqu'à 130 cm de hauteur et possédant une envergure de plus de 1,80 m. Son plumage est d'un noir velouté, avec des yeux jaunes perçants et une poche rouge vif à la gorge, ressemblant à un coup de pinceau audacieux contre l'arrière-plan de la savane. Les mâles affichent une poche entièrement rouge, tandis que les femelles sont marquées par une touche de bleu-violet à la gorge, une distinction naturelle qui permet de les reconnaître même à distance. Ils vivent en petits groupes familiaux, généralement composés d'un couple dominant, reproducteur et de plusieurs autres individus qui aident à élever les jeunes. Un tel groupe peut revendiquer un territoire aussi vaste que 100 km², un domaine étonnamment vaste pour un oiseau qui chasse principalement à pied. Les calaos terrestres du Sud sont carnivores et se spécialisent dans la chasse aux gros insectes, petits reptiles, amphibiens et même jeunes rongeurs. Leur long bec puissant est leur principal outil, servant à la fois d'arme et d'instrument polyvalent pour piquer, retourner et découper leur proie. Ils ne chassent trop pas seuls. À mesure qu'ils se déplacent, l'ensemble du groupe se déploie en une ligne soignée, marchant côte à côte à travers la savane comme une vague noire en quête de proie. Et lorsqu'un intrus pénètre leur territoire, ils émettent des appels profonds et résonnants, des sons tellement puissants qu'ils sont parfois confondus avec le rugissement d'un lion. C'est une voix qui porte loin à travers la savane, une déclaration forte de leur appartenance. Cependant, le chemin de la survie pour cet oiseau n'est pas facile. Avec un cycle reproductif lent, le calao terrestre du Sud ne pond des œufs qu'une fois tous les 2 ans et, généralement, un seul des 2 poussins survit jusqu'à l'âge adulte. Grâce à ces systèmes de savane intacts et à ces zones protégées reliées par des corridors fauniques, Kasa est considéré comme l'un des derniers bastions de cette espèce dans la nature. En contraste frappant avec la démarche silencieuse du calao terrestre du Sud, du sommet des arbres qui s'élèvent au-dessus de l'eau, le cri perçant de l'aigle pêcheur africain brise la tranquillité du ciel africain. Dans de nombreuses cultures africaines, cet oiseau est un symbole de pouvoir, de liberté et de connexion au monde spirituel. La Zambie, le Zimbabwe et le Soudan du Sud ont tous choisi cet oiseau comme emblème national, honorant son esprit de résilience et de force inébranlable face aux défis. Cet oiseau forme des couples pour la vie. Une fois apparié, il construit son nid près de la rive, là où les poissons sont toujours à portée de main. Leurs nids peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres de large et 1,20 m de profondeur, souvent réutilisés pendant de nombreuses années et progressivement agrandis au fil du temps, à l'instar d'une maison ancestrale traditionnelle transmise de génération en génération. La saison de reproduction commence généralement lorsque le niveau de l'eau baisse pendant les mois secs, de juin à octobre, une période où les poissons sont concentrés dans les bassins qui rétrécissent et sont plus faciles à attraper. La technique de chasse de l'aigle pêcheur africain est un mélange raffiné de précision aiguë et de frappe rapide comme l'éclair.
Il se perche souvent silencieusement sur une branche haute près du bord de l'eau, son regard perçant fixé sur chaque scintillement et mouvement sous la surface. Lorsqu'il repère sa proie, généralement un poisson pesant entre 100 grammes et 1,5 kg, il plonge, les serres écartées, perçant la surface de l'eau en une fraction de seconde. Chaque pied est équipé de petites épines en forme de cornes qui saisissent facilement le poisson glissant. Plus d'une fois, il fait preuve de commodité en volant la nourriture d'autres oiseaux, comme le grand cormoran ou le héron Goliath, un comportement bien connu dans le monde des rapaces. Cette espèce ne migre pas sur de longues distances, elle suit plutôt le flux de l'eau, déplaçant son territoire sur des dizaines à plusieurs centaines de kilomètres pour s'adapter aux conditions hydrologiques changeantes. Dans le delta de l'Okavango, où les inondations se produisent toute l'année et atteignent leur apogée pendant la saison sèche, la population d'aigles pêcheurs africains reste stable et prospère. Selon les dernières données de 2024 de BirdLife International, on estime que le nombre d'individus adultes atteint environ 300 000 à travers l'Afrique subsaharienne, avec la région de Kasa détenant la plus forte densité de population grâce à ses écosystèmes de zones humides relativement bien protégés. Chaque année, à mesure que les eaux de crue du fleuve Zambèze commencent à monter, elles dévalent vers l'ouest de la Zambie et créent la plaine inondable de Baratzi, l'une des plus grandes zones humides saisonnières de l'Afrique australe. Lors de l'inondation maximale, la zone inondée peut dépasser les 10 000 km², transformant la plaine en une vaste étendue d'eau scintillante. C'est l'un des écosystèmes sources les plus emblématiques de Kasa, où l'eau orchestre la vie, alimentant une chaîne biologique dynamique et renouvelée saisonnièrement. De décembre à juin, lorsque les niveaux d'eau atteignent leur pic, la plaine inondable de Baratzi devient un site de reproduction idéal pour les poissons et autres formes de vie aquatiques. Lorsque les eaux se retirent, le limon riche en nutriments laissé sur les prairies sèches crée des conditions parfaites pour que des dizaines de milliers d'animaux de pâturage reviennent. La vie aviaire y est également remarquablement diversifiée, avec plus de 300 espèces recensées, faisant de l'observation des oiseaux une activité idéale. Plus de 30 000 gnous bleus migrent à travers la région, formant la deuxième plus grande migration d'antilopes d'Afrique. La plaine inondable de Baratzi incarne les caractéristiques idéales d'un écosystème source, une terre inondée saisonnièrement, qui se transforme en une fête verte pour les animaux de pâturage, où l'herbe pousse épaisse et tendre, alors que le limon riche en minéraux laissé dans le sol offre une valeur nutritionnelle exceptionnelle. Ces conditions biologiques attirent les troupeaux de gnous bleus chaque année pour se reproduire et élever leurs petits. Un gnou bleu adulte peut peser jusqu'à 270 kg, mesurer près de 2,4 mètres de long et atteindre 1,4 mètre à l'épaule. Il est couvert d'un pelage gris foncé avec un éclat bleuâtre pâle semblable à la brume du matin qui s'accroche aux plaines. Tant les mâles que les femelles portent des cornes incurvées vers l'extérieur, servant d'outils essentiels pour la défense dans la nature, où chaque jour est une bataille silencieuse entre la survie et l'abandon. Les gnous bleus se nourrissent principalement d'herbes courtes, un individu moyen pouvant consommer entre 4 et 6 kg d'herbe chaque jour. Mais plutôt que d'épuiser les ressources, leur comportement de pâturage aide en réalité la végétation à se développer de manière plus uniforme. En broutant les jeunes pousses d'herbe, ils empêchent certaines espèces végétales de trop se développer, tout en permettant à la lumière du soleil et à l'eau d'atteindre le sol, créant ainsi des conditions idéales pour la régénération des herbes. De cette manière discrète, l'espèce contribue à soutenir le cycle vital de la vie à travers tout l'écosystème. Lorsque les canaux fluviaux commencent à déborder et que la plaine inondable reflète le ciel au-dessus de la Zambie, les troupeaux de lèche-ouées commencent à se diriger vers des terres plus élevées où les herbes fraîches commencent à émerger de la terre humide. Il n'y a ni bousculade, ni stampede tonitruante, mais leur migration n'en est pas moins urgente.
C'est un voyage silencieux et déterminé qui tisse le fil de la vie à travers le rythme croissant du cycle des crues. Les instincts de survie du Lechwe sont profondément liés à l'environnement dans lequel il vit. Plaines boueuses, marais peu profonds et prairies inondées. Leur corps est parfaitement adapté à ce terrain, mesurant environ 1 mètre de hauteur et pesant entre 70 et 120 kg. Ils possèdent une silhouette à la fois gracieuse et robuste, les mâles portant de longues cornes incurvées atteignant jusqu'à 92 cm, symbole à la fois de domination et de devoir. Pendant la saison de reproduction, la clé de la survie de cette espèce réside dans ses sabots uniques, longs et élargis comme de petits skis, qui aident à répartir le poids sur le sol marécageux. En marchant dans des eaux jusqu'aux genoux, leur fourrure huileuse sur les jambes inférieures repousse l'humidité, leur permettant de se déplacer rapidement lorsqu'ils fuient ou naviguent sur un terrain changeant, échappant ainsi aux prédateurs comme les lions ou les chiens sauvages africains. Les zones inondées représentent un véritable défi, mais pour les yeux silencieux qui observent sous la surface de l'eau, l'histoire est toute différente. Le crocodile du Nil reste caché sous la boue et les roseaux, une figure ancienne, immobile et vigilante, mais emplie d'une menace silencieuse. C'est le plus grand reptile d'Afrique et l'un des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire moderne. Chaque fois que les eaux se retirent, les troupeaux d'antilopes, de zèbres et de buffles se déplacent vers les plaines inondées à la recherche de nouvelles herbes, et c'est alors que le crocodile du Nil entre dans sa saison de chasse la plus intense de l'année. Mesurant entre 3,5 et 5 mètres de long et pesant jusqu'à 750 kg, son corps est tel un réservoir biologique conçu pour la patience, la furtivité et les explosions soudaines de puissance. Allongé immobile juste sous la surface, seuls ses yeux et ses narines visibles, il observe, traquant chaque pas de sa proie. Sa peau d'un vert olive foncé à marron gris se fond parfaitement dans le fond boueux des zones humides de Baradzi. Lorsque la distance se réduit à quelques mètres, il se lance avec une force stupéfiante. Sa morsure, mesurée à plus de 3447 newtons par centimètre carré, est 8 fois plus forte que celle d'un grand requin blanc, mettant fin à tout combat de manière abrupte et définitive. Pour le crocodile du Nil, les embuscades comme celle-ci ne sont pas quotidiennes. Après un grand festin, un long processus de digestion commence dans son estomac, où l'acide est si puissant qu'il peut dissoudre l'os. La proie est presque entièrement décomposée, ne laissant que peu de traces du précédent repas. Dans la plaine inondable de Baradzi, chaque pas vers le bord de l'eau est un pari. Dans ce paysage apparemment paisible, la frontière entre la vie et la perte est tracée par un simple claquement et le battement d'un cœur. Les écosystèmes de corridors sont les connexions vitales entre les lieux de reproduction, les zones d'alimentation et d'abri, agissant comme des lignes de vie qui transportent l'énergie, les nutriments et la vie à travers les paysages et les frontières géographiques. Au sein de ce réseau, la bande de Caprivi dans le nord-est de la Namibie sert de carrefour écologique central, où 4 grands fleuves, le Zambèze, le Kwando, le Linyanti et le Chobe, se croisent. Wondo, avec ses conditions plus humides, ses marais et ses voies navigables, permet aux espèces dépendantes de l'eau de se déplacer à travers les zones basses. En revanche, le corridor Kowum-Nagamaland s'étend à travers un terrain plus sec, reliant les forêts du Kalahari au delta de l'Okavango, créant des itinéraires saisonniers pour les espèces adaptées aux environnements semi-arides. À travers les champs de savane ensoleillés et les forêts sèches de l'Afrique subsaharienne, la silhouette majestueuse de l'éléphant de bouche africain se déplace avec une grâce silencieuse. Leur image est devenue le centre du logo officiel de la zone de conservation transfrontalière CASA, un symbole puissant capturant l'essence même de la connexion transfrontalière Kavango-Zambèze pour la préservation de la vie. Avec la capacité de parcourir des centaines de kilomètres chaque année à travers les écosystèmes de corridors, les éléphants de bouche africains dépendent de ces chemins écologiques pour relier leurs zones de reproduction, de nourrissage et de repos. Mais ce voyage n'est plus aussi facile qu'auparavant.
Les conditions climatiques sont de plus en plus imprévisibles et les sources d'eau familières ne sont plus aussi abondantes. Pourtant, guidés par une mémoire profondément enracinée, transmise de génération en génération, les troupeaux d'éléphants suivent toujours d'anciens sentiers, des chemins invisibles reliant les écosystèmes à travers tout le paysage de Kasa. Mesurant jusqu'à 4 mètres de hauteur et pesant jusqu'à 10 tonnes, l'éléphant de bush africain est le plus grand animal terrestre de la planète. Cependant, derrière cette silhouette imposante se cache un système nerveux complexe qui leur permet de communiquer par infrasons, des vocalisations de basse fréquence capables de voyager jusqu'à 5 km à travers le sol. Ces sons les aident à rester en contact avec les troupeaux éloignés, à avertir des menaces ou à chercher des partenaires potentiels. Leur mémoire remarquable agit comme une carte vivante, les guidant à travers des années de sécheresse, d'incendies de forêt, de rivières changeantes et même de conflits, les aidant à naviguer dans un monde en constante évolution avec une résilience silencieuse. La structure sociale matriarcale de cette espèce joue un rôle crucial dans leur capacité à s'adapter aux changements environnementaux. Les troupeaux sont généralement composés de femelles et de leurs petits, dirigés par la femelle la plus âgée, qui détient la mémoire des racines sûres et des sources d'eau saisonnières. À mesure que les mâles atteignent la maturité, ils quittent le troupeau pour vivre seuls ou former de petits groupes de célibataires, voyageant parfois aux côtés des troupeaux de femelles à la recherche d'opportunités de reproduction. La survie de l'éléphant africain ne dépend pas seulement de son corps parfaitement adapté, avec des oreilles qui dissipent la chaleur, une trompe habile et des défenses puissantes, mais aussi de sa flexibilité en matière de stratégie biologique. Pendant la saison sèche, ils creusent à la recherche d'eau souterraine avec leurs défenses, cassent des arbres et abattent des branches, créant souvent des ressources pour d'autres espèces. Leur fumier disperse des graines et leurs mouvements tracent des sentiers à travers les forêts denses. D'un point de vue écologique, ce sont les architectes de l'écosystème des terres sèches d'Afrique, Sonoléé, façonnant le paysage pour d'innombrables autres formes de vie. En 2024, la région de Kasa abrite environ 227 000 éléphants africains, représentant 50% de la population mondiale restante de cette espèce. Cependant, leur distribution change de manière notable. Les éléphants africains deviennent de plus en plus concentrés dans des zones strictement protégées, telles que le parc national de Chobe et le parc national de Hangui, tandis que leurs effectifs diminuent dans les zones où la chasse légale est autorisée ou le long des frontières confrontées à une forte pression démographique. Sous la chaleur des forêts sèches et des savanes ouvertes qui relient l'Angola, la Namibie et le Botswana, la girafe angolaise se dresse telle une colonne vertébrale vivante de l'écosystème. Selon la Giraffe Conservation Foundation, plus de 10% de la population totale de girafes d'Afrique vit dans la région de Kasa, comprenant 2 sous-espèces, la girafe angolaise et la girafe du Sud. Notamment, les réintroductions récentes depuis la Namibie vers le sud de l'Angola marquent le retour de l'espèce après près de 40 ans d'absence. Chaque girafe angolaise porte un motif de pelage unique, semblable à une empreinte digitale permettant aux chercheurs d'identifier les individus dans les études de population. Mesurant jusqu'à 5,5 mètres de haut, avec des jambes s'étendant sur plus de 1,80 m, elles sont les plus grands animaux terrestres de la planète. Elles vivent principalement dans les bois ouverts, les savanes sèches et les bords des zones humides. Les girafes ne migrent pas sur de longues routes linéaires comme les gnous. Elles se déplacent en petites boucles écologiques, suivant la disponibilité de la nourriture et de l'eau. Pendant la saison sèche, lorsque les herbes basses deviennent rares, leur capacité à atteindre les canopées des arbres leur donne un avantage certain. Fait intéressant, la relation entre les girafes et les éléphants de bush africains au sein des écosystèmes de corridors va au-delà du simple partage d'espace. C'est une forme subtile et indirecte de soutien mutuel. Lorsque les éléphants brisent de grands arbres et cassent des branches pour atteindre la canopée, ils ouvrent des patchs de lumière dans la forêt, encourageant la croissance des arbustes et des jeunes pousses dans la couche médiane, qui se trouve être la hauteur de pâturage idéale pour les girafes, surtout après la saison des pluies, lorsque les acacias commencent à se régénérer.
Cette relation est un exemple vivant de l'équilibre écologique en action, un système où la nature se régule d'elle-même sans besoin d'intervention humaine. Les girafes angolaises se reproduisent toute l'année, bien que les naissances culminent généralement vers la fin de la saison des pluies. Après une période de gestation d'environ 15 mois, le veau nouveau-né entre dans le monde par une chute dramatique, tombant d'une hauteur de plus de 1,50 m. C'est une chute naturelle et nécessaire qui stimule les poumons et réveille le système respiratoire. Les girafes se déplacent généralement à un rythme tranquille, mais lorsqu'il le faut, elles peuvent sprinter à une vitesse de 60 km/h sur de courtes distances. Un coup de patte arrière d'une girafe est l'un des mouvements défensifs les plus puissants du monde herbivore, suffisamment fort pour blesser sérieusement un lion. Dans les étendues arides des corridors de Kwando et Kaumgaman, le chien sauvage africain conserve sa place. On estime que la région de Kasa soutient environ 25% de la population mondiale de chiens sauvages africains. Ils vivent en meute, composée de 5 à 20 individus, dirigés par un couple dominant reproducteur, le mâle alpha et la femelle alpha. Contrairement à de nombreuses espèces structurant leurs meutes autour des mâles, chez les chiens sauvages, ce sont les femelles qui quittent leur meute de naissance lorsqu'elles atteignent la maturité, ce qui aide à prévenir l'endogamie et favorise la diversité génétique à travers les populations. Le comportement de chasse du chien sauvage africain est considéré comme l'une des stratégies les plus efficaces de la nature, avec un taux de réussite allant jusqu'à 80%, bien supérieur à celui des lions, qui n'atteignent qu'environ 25 à 30%, selon les données de l'African Predator Research Initiative en 2024. Ils chassent généralement tôt le matin ou en fin d'après-midi, lorsque les températures plus fraîches et la faible luminosité rendent les proies plus faciles à repérer. Leurs cibles principales sont des antilopes de taille moyenne, telles que l'impala, le raid l'échevé ou les jeunes gnous. Une caractéristique anatomique distinctive du chien sauvage africain est qu'il a seulement 4 orteils sur chaque pied, contrairement aux autres canidés qui en ont 5. Une adaptation qui optimise la vitesse et l'endurance. Capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 70 km/h, ils chassent avec une coordination remarquable, formant une formation en forme de croissant pour diviser les troupeaux de proies, puis concentrant leurs efforts sur un individu plus faible ou isolé. Une simple morsure à la patte arrière suffit souvent à arrêter la malheureuse proie, et en quelques secondes, la meute l'entoure, la déchiquetant morceau par morceau tout en évitant habilement les collisions entre eux. Il n'y a ni rugissement ni démonstration de triomphe, les chiens sauvages africains mangent rapidement, silencieusement et équitablement. Chaque membre de la meute, y compris les chiots et les blessés, obtient sa part. Ce n'est pas seulement une chasse, c'est l'expression la plus claire de discipline, de rapidité et d'unité, les traits même qui font du chien sauvage africain le prédateur le plus performant de la savane africaine. Alors que de lourds nuages dérivent lentement à travers le ciel du nord-est de la Namibie, le sol tremble sous le poids d'une créature à la fois vénérée et respectée avec prudence. C'est le buffle d'Afrique, l'esprit de la réserve de Caprivi et un symbole de force indomptée qui n'a jamais fléchi. Dans les zones sauvages protégées de Kasa, à travers les plaines saisonnièrement inondées où la lumière du soleil se déverse sur des herbes hautes jusqu'aux genoux, les troupeaux de buffles se déplacent en silence comme des trains fantomatiques traversant la nature. Chaque adulte peut peser jusqu'à 870 kg et atteindre près de 1,70 m de hauteur au garrot avec une carrure musclée et un cadre dense qui leur donne l'apparence de forteresses ambulantes. Leurs cornes en forme de croissant sont épaisses et larges, fusionnées à la base en un bouclier osseux solide appelé un boss, une caractéristique incontestée de l'un des animaux herbivores les plus redoutables d'Afrique. En 2024, plus de 4200 buffles ont été enregistrés dans les prairies, les plaines inondées, les forêts et les corridors fluviaux à l'intérieur des frontières des réserves gérées par la communauté. Contrairement aux zones strictement protégées, les zones tampons comme celle de la réserve de Caprivi permettent une présence humaine contrôlée, un modèle équilibré où le buffle devient une figure centrale incarnant la coexistence entre les hommes et la faune. Cette espèce ne migre pas sur de longues distances comme les gnous, mais se déplace
de manière saisonnière en fonction de la disponibilité, de l'humidité, de la croissance des herbes fraîches et des sources d'eau fiables. Parce que les buffles ont besoin de boire chaque jour, ils ne s'aventurent que rarement à plus d'une journée de voyage des rivières ou des zones humides de longue date. À mesure que la saison sèche s'intensifie, de grands troupeaux se rassemblent autour des points d'eau permanents, formant des groupes de centaines, parfois plus de 1000 individus, transformant le sol en une tondeuse vivante, aplatissant les herbes hautes et nettoyant les sentiers pour les herbivores plus sélectifs comme les impalas ou les springboks. Une des habitudes moins connues mais vitales de la stratégie de survie des buffles est de se vautrer dans la boue. La couche de boue qui couvre leur peau aide non seulement à réguler la température corporelle, mais elle agit aussi comme une barrière naturelle contre les parasites et apaise les blessures de mineurs, une forme simple mais très efficace de soins personnels dans la nature. Mais lorsque les buffles sont sur Terre, ils ont souvent un compagnon familier, le pic-ox jaune avec son bec jaune vif et ses yeux rouges perçants qui se fixent fermement sur leur dos. Ce bec plat et vif sert d'outil spécialisé pour récolter de la nourriture sous forme de tiques suceuses de sang, de coléoptères et d'insectes creusant sous la peau des grands mammifères. Des études récentes suggèrent que les picox jaunes ne se contentent pas de se nourrir de parasites, mais qu'ils maintiennent également les blessures ouvertes pour consommer du sang. Une relation fascinante qui combine mutualisme et parasitisme dans une forme unique de coexistence adaptée. Pour les habitants de Caprivi, le buffle est à la fois un allié et un adversaire. Il apporte une valeur touristique importante, souvent la raison pour laquelle les visiteurs des safaris reviennent dans les réserves gérées par la communauté, mais il peut aussi endommager les cultures et poser des risques lorsqu'il traverse les frontières naturelles. C'est pourquoi les programmes de partage des bénéfices, ancrés dans la gestion communautaire, sont devenus une stratégie clé, où chaque buffle représente non seulement la faune, mais aussi une part de l'économie locale et une source de fierté collective. Le vautour à tête de lapide, le plus grand des vautours d'Afrique, est une créature qui vit de la mort. Son envergure massive, atteignant jusqu'à 2,9 mètres, lui permet de planer pendant des heures sans battre des ailes, porté par les courants thermiques au-dessus de la savane craquée et ensoleillée. Grâce à ses caractéristiques aérodynamiques finement réglées, avec une longueur corporelle variant de 78 à 115 cm et un poids pouvant dépasser les 9 kg, il possède une puissante carrure adaptée à une tâche que peu d'autres peuvent accomplir, accéder aux carcasses des grands animaux longtemps après que d'autres charognards aient abandonné les peaux épaisses et les muscles durs. Lorsqu'ils arrivent sur une carcasse, des espèces comme le vautour à dos blanc ou le vautour casqué doivent souvent se retirer, laissant la place à l'oiseau suffisamment puissant pour déchirer des muscles que de plus petits becs ne peuvent pénétrer. Son bec épais, recourbé et robuste permet au vautour, à tête de lapide, de déchirer profondément la peau, les tendons et même le cartilage, une tâche peu raffinée mais cruciale dans la chaîne de recyclage des écosystèmes. Sa tête nue est rose, marquée par des plis distinctifs de peau lâche connus sous le nom de lapide, aide non seulement à réguler la température corporelle dans l'environnement aride, mais protège aussi son cou lors des violentes luttes pour les carcasses. Cependant, contrairement à de nombreux autres oiseaux charognards, le vautour à tête de lapide a un sens de l'odorat mal développé. Il dépend presque entièrement de sa vision exceptionnelle pour localiser les carcasses, un système de surveillance aérienne naturelle qui lui permet de repérer un animal mort à plusieurs kilomètres de distance, souvent en observant les mouvements d'autres vautours se rassemblant en dessous. Malgré leur rôle crucial dans le traitement des carcasses, les populations de vautours à tête de lapide sont en déclin rapide à travers l'Afrique. Les principales causes de cette diminution incluent l'empoisonnement par les pesticides, les appâts toxiques, la perte d'habitat et, surtout, la chasse illégale de vautours pour leurs parties corporelles utilisées dans des pratiques de croyances traditionnelles. Non seulement le vautour à tête de lapide, mais entre octobre 2023 et février 2024, 56 carcasses d'éléphants africains braconnés ont été découvertes dans le nord du Botswana. Cependant, les experts estiment que ce chiffre ne représente qu'une fraction du véritable bilan, suscitant de vives inquiétudes sur le fait que la région pourrait devenir un nouveau point chaud du braconnage.
Une évaluation technique récente a également révélé un fossé critique dans les efforts de surveillance à travers toute la région de Kasa, qui s'étend sur plus de 500 000 km². Actuellement, seulement 7 sites font partie du programme de surveillance des tueries illégales d'éléphants, dont 4 ont commencé leurs opérations seulement en 2018. Le système de surveillance reste gravement limité et sous-financé, tandis que la survie de l'éléphant africain devient de plus en plus fragile. Bien que le parc national de Hwang abrite encore un petit nombre de rhinocéros noirs, principalement concentrés dans la zone de Sinéatella, leur population a fortement diminué à cause du braconnage, passant d'environ 90 individus dans les années 90 à moins de 10 aujourd'hui. Malgré la mise en place de mesures strictes de surveillance à Hwang, y compris des patrouilles armées et des technologies de suivi, la menace demeure constante. En conséquence, les cornes de rhinocéros, composées de kératine, continuent d'être chassées, se vendant pour des centaines de milliers de dollars sur les marchés illégaux. En Zambie, considéré comme un point de transit clé dans le commerce illégal des cornes de rhinocéros, l'organisation WCP, en collaboration avec le département des parcs nationaux et de la faune, a mené des opérations de répression basées sur 7 ans de renseignements accumulés. Ces efforts ont abouti à l'arrestation de 36 trafiquants régionaux, de 14 fonctionnaires du gouvernement et d'une figure internationale directement liée au réseau de commerce des cornes de rhinocéros noirs. Bien que ces chiffres ne fassent pas la une des journaux, ils envoient un message clair. Le système commence à riposter efficacement. Kasa nous rappelle que pour protéger la nature, nous devons démanteler les murs qui séparent les nations, les communautés et nous-mêmes du monde sauvage.